j'avais l'impression que je pouvais pas non plus, dire réellement ce que je pensais au parce que j'avais trop peur en fait qu'on m'abandonne. J'avais trop peur que si, j'allais pas dans le sens de tout le monde, on se dise: «Ah, elle nous énerve, allez, on la renvoie». Être adopté, grandir avec la peur permanente d'être abandonné, chercher sa place entre deux cultures, subir le harcèlement, les violences, les agressions sexuelles, et malgré tout essayer de continuer à vivre. Dans cet épisode d'État d'âme, Guity raconte les blessures invisibles qui ont traversé toute son histoire. La quête d'identité, la solitude, les hospitalisations en pédopsychiatrie, les pensées suicidaires, le rapport au corps après un viol, mais aussi cette reconstruction qui commence doucement à apparaître après des années de survie. C'est le témoignage profondément bouleversant d'une femme qui transforme aujourd'hui sa douleur en prise de parole, pour rappeler à celles et ceux qui souffrent qu'ils ne sont pas seuls. Vous écoutez État d'âme, le podcast au cœur de votre santé, pour toutes les femmes dont le corps et l'esprit ont été bouleversés. Excellente écoute. Comment cette histoire, elle commence pour moi, si on revient tout au début de mon histoire, de ce que je sais parce qu'on me l'a raconté. Parce que maintenant, il y a tout ce problème des adoptions illégales et des trafics, des falsifications, donc on n'est même plus sûr de la véracité de ce qu'on nous donne comme information. Mais en tout cas, les informations que j'ai, c'est que ma mère était très très jeune, n'était pas mariée, et donc m'a confiée à l'adoption. En tout cas, ça, c'est l'histoire qu'il y a sur papier. Ensuite, moi, pour mes premiers souvenirs à moi, honnêtement, c'est compliqué. J'ai pas vraiment de souvenirs, de mon enfance, mis à part des photos ou des choses qu'on m'a racontées. Après, j'ai eu l'impression peut-être que cette histoire, elle a commencé au moment où j'ai commencé à me sentir vraiment différente, de la plupart des enfants qui m'entouraient, que ce soit de ma famille, que ce soit des amis ou des collègues, camarades d'école, on va dire. Je pense que c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé vraiment à avoir conscience que ça allait pas être évident. Cette adoption, elle représente pour moi aujourd'hui énormément de douleur, ou ça a représenté beaucoup de douleur, mais maintenant ça représente plus de force. Cette adoption, elle m'a, autant détruite que forgée. Pendant très longtemps, je l'ai très, très mal vécue, que ça soit, justement à cause des remarques qu'on pouvait me faire, de la différence, de mon identité. Je comprenais pas, vraiment, qui j'étais, qu'est-ce qui enfin, je trouvais pas de sens à tout ça. Mais aujourd'hui, j'essaye d'en faire une force. J'essaye de développer, toute cette douleur que j'ai pu ressentir en quelque chose de plus, lumineux, de passer un message d'espoir, de résilience autour de ça. Même si bien évidemment que chaque adoption est différente, que chacun le vit de différentes manières et que ça reste, assez, personnel comme, avis. Mais, mais je dirais que moi, ça a quand même été, une grande part de ma douleur, et en même temps, c'est ce qui fait de moi, aujourd'hui, la femme que je suis, qui est quand même, je pense, assez, bienveillante, à l'écoute, dans la compassion. Peut-être que en n'ayant pas une histoire comme celle-ci, je l'aurais été peut-être un petit peu moins, j'aurais peut-être été un peu moins à l'écoute, des gens. Je sais pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, j'essaye de prôner le fait que c'est plus une force qu'autre chose. Le rapport que j'ai eu à mes origines, à mon identité et ma place dans le monde, c'était un peu compliqué. Je me rendais pas forcément compte, de tout ça avant que les critiques commencent à arriver. Et puis quand ça a commencé à arriver, j'ai voulu mettre, au plus loin de moi, ce qui sont mes origines finalement, donc l'Inde. Je me teignais les cheveux, j'essayais de pas répondre quand on me demandait d'où je venais. J'essayais de me détacher complètement de ce qui pouvait me faire ressembler, potentiellement à une indienne. Mais aujourd'hui, c'est clairement une de mes plus grandes fiertés d'être indienne, malgré le fait que ça reste un pays qui est très, 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 mal perçu. Enfin, c'est un peu, voilà, soit c'est vénéré, soit c'est détesté. Mais aujourd'hui, je suis très, très fière d'être indienne. Le sentiment qui revenait le plus souvent en moi lorsque j'étais enfant ou adolescente, c'est je pense, la peur d'abandon déjà, la peur extrême d'abandon, le fait de me sentir jamais assez belle, assez forte, assez intelligente, assez, gentille, assez souriante.
J'avais l'impression que je pouvais pas non plus, dire réellement ce que je pensais au parce que j'avais trop peur, en fait, qu'on m'abandonne. J'avais trop peur que si, j'allais pas dans le sens de tout le monde, on se dise: «Ah, elle nous énerve, allez, on la renvoie», quoi, presque. Donc ouais, je dirais que c'est vraiment la peur d'abandon extrême. En tout cas, dans ma petite enfance et jusqu'à ma préadolescence, ça a été vraiment ça. Je dormais plus, je mangeais pas beaucoup, c'était vraiment devenu catastrophique. Et ensuite, ça s'est, manifesté d'une autre manière, justement, en essayant de renier mes origines, en essayant de m'accrocher un peu à tout le monde, à toute personne qui me donnait un petit peu de l'affection, de l'attention. Donc ça m'a aussi, amenée à faire des choses que j'aurais pas dû faire, à accepter des choses que j'aurais pas dû, pour, me en tout cas avoir l'impression qu'on allait, m'aimer davantage si j'acceptais tout. Et malheureusement, non seulement c'était pas le cas, mais ça m'a détruit aussi, intérieurement et même extérieurement par moments parce que ça pouvait devenir, des séquelles, physiques. Hem, donc ouais, je dirais que c'est la peur d'abandon, la colère, l'incompréhension, une tristesse immense, mais qui se manifestait que par la colère. Je pouvais pas la manifester autrement. Je pense que je savais même pas, en fait, que c'était de la tristesse. C'est vrai qu'avec le temps, du coup, il y a eu certaines découvertes autour de mon adoption qui ont commencé, un petit peu à émerger. Je suis rentrée, dans une quête identitaire suite à mon retour de voyage en Inde en 2018. 2018, nous sommes retournés en Inde avec ma famille. Nous avons été à l'orphelinat, d'où j'ai été adoptée et puis nous avons demandé à pouvoir ouvrir mon dossier parce que dans la loi, c'est quelque chose qui est permis pour les personnes adoptées à partir de 18 ans de pouvoir ouvrir leur dossier. Et lorsqu'on a été reçus à l'orphelinat, c'est vrai que j'étais étonnée de voir que non seulement on pouvait pas le toucher, ce dossier, mais qu'en plus il était très gros par rapport à, ce qu'elles voulaient bien nous dire, les personnes, qui étaient là. On voyait que des informations étaient, un peu bâclées, cachées ou juste pas dites. Mais sur le moment, moi, j'étais tellement en mode robot et automatique parce que c'était trop lourd ce retour aux racines pour moi. C'était trop violent, que j'ai pas cherché à aller plus loin. Et en 2024, j'ai reçu, une étude qui a été faite en Suisse, sur justement, les adoptions internationales de l'Inde à la Suisse. On savait déjà qu'il y avait eu des problèmes avec le Sri Lanka notamment et cette étude parlait justement alors plus du cas des adoptions de l'Inde, ce qui bien évidemment m'a interpellée, mais en vérité pas beaucoup plus que ça. Sur le moment, j'ai pas trop, cherché à plus comprendre. Mais c'est vrai que du coup, quand je suis rentrée dans cet engrenage, suite à mon voyage en Inde, jusqu'au moment où j'ai appris, les adoptions illégales, je suis rentrée dans une sorte d'engrenage où je voulais à tout prix, retrouver ma mère biologique, je voulais à tout prix, avoir des informations et je suis devenue presque, obsédée par mon histoire et je dormais plus, je devenais complètement folle, vraiment. Et je pense que ça m'a fait d'autant plus détester le fait d'avoir été adoptée, pas, l'acte en lui-même, mais plutôt la douleur que ça venait, engendrer chez moi, quoi. Donc ouais, ça a pas été forcément une période, super facile et je comprenais que mon histoire, elle tenait à pas grand-chose et que peut-être qu'il y avait pas toutes les infos ou peut-être que tout n'était pas juste. Enfin voilà, c'était un petit peu, flou. Enfin beaucoup même. Le fait de grandir en 2 cultures, 2 histoires et parfois 2 appartenances, dans ma construction personnelle d'identité, ça a été compliqué parce qu'en effet, il y a toujours ce truc de ben, déjà moi je me suis jamais sentie vraiment à l'aise. Je me suis toujours dit: «Mais, pourquoi moi j'ai le droit à ça?» alors qu'en Inde, des enfants vivent dans des bidonvilles, vivent, à la rue, ne peuvent pas manger à leur faim et cetera. Donc déjà, il y avait ce rapport de se dire: «Bah, pourquoi moi j'ai pu, être sauvée finalement de ça?» enfin, sauvée, je sais pas si c'est le mot parce que j'aime pas le fait qu'on puisse dire qu'on nous a sauvés, mais en tout cas, c'est vrai qu'on m'a offert une possibilité de vivre, autrement comme j'aurais pu potentiellement vivre en Inde. Donc ça, c'est vrai que c'était un petit peu compliqué. Ensuite, au niveau des cultures, honnêtement, j'ai une chance, c'est que, dans ma famille, ils m'ont jamais caché mon adoption ni mes origines. Donc on a continué à, par exemple, parler de l'Inde, à aller visiter même, en Suisse, des endroits qui pouvaient peut-être, que ça soit des magasins d'habits indiens et cetera. Donc je suis toujours restée un petit peu attachée à cette culture. On mangeait aussi indien. Honnêtement, c'est pas forcément une question que je me suis beaucoup plus posée, à part au niveau de la couleur de peau, justement où, bah, bien évidemment, les remarques, devenaient de plus en plus, nombreuses. Mais j'ai pas l'impression que ça soit quelque chose qui m'ait plus
en tout cas de manière consciente, perturbée que ça, sur le moment. Il y a clairement eu, un moment où j'avais l'impression de pas du tout être à ma place et d'être comme si j'étais constamment entre 2 mondes. C'est sûr, encore aujourd'hui, par moments, je me dis: «Mais est-ce que je suis vraiment, là où je dois être? Est-ce que je mérite d'être là où je suis?» Je me sens jamais vraiment légitime, encore même aujourd'hui, légitime d'être aimée, légitime de me sentir libre, de me sentir bien, d'être heureuse. Enfin voilà, il y a beaucoup une question de légitimité autour de moi qui est assez compliquée, c'est vrai. Je me dis toujours, que peut-être, je le mérite pas, ouais. C'est vrai qu'aujourd'hui, bah, j'ai 28 ans, donc je pense que ça devient un petit peu plus facile, aussi parce que je sais comment me positionner et cetera. Mais c'est vrai que dans la rue, typiquement, on voit les regards qui changent, on voit, enfin, il y a même des réflexions qui peuvent paraître complètement enfin, qui sont complètement absurdes. Une fois, j'étais dans un bar et il y a une chanson, très connue, indienne, qui est passée et il y a un homme complètement, random que je connaissais pas du tout, qui est venu vers moi et qui m'a dit: «Ah, ça tu dois connaître». Alors c'est très cliché, oui, parce que bien évidemment, voilà, je suis indienne, c'est une musique qui est très connue mais en fait, c'est des remarques qui, encore celle-là, elle était pas méchante, mais c'est vrai que du coup, je me disais: «Mais bah, bonjour déjà». Je sais pas comment dire, c'est bizarre d'accueillir ce genre de réflexion et c'est vrai que c'est peut-être à ce niveau-là que j'ai eu plus de peine à jongler. J'ai reçu aussi une réflexion une fois d'une personne, d'un homme bien plus âgé que moi qui m'a dit, «Ah tu belle, pour une indienne, tu feras attention de pas te faire violer dans la rue parce que en Inde, c'est monnaie courante». Et sur le moment, j'ai même pas eu de quoi répondre tellement que j'étais choquée de son propos, tellement que j'étais choquée de déjà même qu'on ose me le dire et puis, ouais, enfin c'était assez lunaire et j'en ai reçu mais je je pourrais faire un livre entier de phrases comme ça que j'ai reçues. Donc c'est vrai que c'est assez bizarre parce que, voilà, moi j'étais là en train de boire mon café en Suisse, comme, tout un chacun et on vient me dire ça, c'est assez, absurde, j'avoue. J'ai vécu énormément d'harcèlement scolaire et ce que les autres ne voyaient pas forcément de ma souffrance à cette époque-là, je pense que c'était le fait que déjà je me cherchais beaucoup. Je savais pas qui j'étais. Je cherchais à plaire à tout le monde par peur bah, de voilà, d'être abandonnée, de ne pas être aimée, de ne pas être acceptée, d'être rejetée encore et encore et encore parce que dans mon parcours de vie, c'est ce que je ressentais le plus et je pense que les gens à ce moment-là ne se rendaient pas forcément compte et ce que je peux aussi un peu comprendre quand on est jeune, on comprend pas forcément la notion d'adoption, on comprend pas forcément la notion de la peur d'abandon, de la névrose d'abandon, on ne connaît pas forcément comment un enfant se développe et les besoins primaires qu'il a. Même si bien évidemment que ça n'excuse pas un harcèlement scolaire. Mais c'est vrai que je pense que ces gens-là ne voyaient pas que j'étais complètement démunie et puis à ce moment-là de ma vie, à l'école, je cherchais des piliers, heu, auxquels me raccrocher pour ne pas sombrer plus que ce que je n'étais déjà en train de sombrer et malheureusement, voilà, je me suis accrochée à des personnes, que j'aurais pas dû ou alors j'ai aussi accepté justement des choses que j'aurais pas dû et puis c'est vrai qu'à ce moment-là, dans ma vie, c'était vraiment pas simple, partout, que ça soit à la maison, à l'école, en dehors, il y avait beaucoup de violence partout. J'étais très souvent hospitalisée, dans une unité, pédopsychiatrique, qui me permettait d'avoir des moments de répit avec une équipe, il y avait un éducateur, une infirmière, tout ça en psychiatrie, pour enfants. Mais c'est quelque chose qui m'a littéralement sauvé la vie. C'est des gens à qui je dois vraiment, ma vie, ma survie parce que cette période de préadolescence, adolescence a été terrible pour moi. Dans les moments où je me sentais le plus seule, bah, c'était justement le fait d'avoir pas beaucoup d'amis, de me sentir incomprise, de me sentir, comment dire? Ouais, j'avais l'impression de et puis surtout la solitude, moi je l'assimilais à malheur et la solitude aussi faisait que je repartais dans des pensées que je voulais fuir. Des pensées, qui étaient pas forcément toutes, jolies, beaucoup de souvenirs, de flashbacks, de traumas. Donc c'est vrai que non seulement il y avait la solitude, mentale, mais physique, bien évidemment. Mais c'est vrai que je pense que c'était vraiment, de me sentir incomprise, de me dire: «Mais j» moi j'avais l'impression que c'était clair de ce pourquoi je souffrais, mais je pense qu'en fait pour moi-même c'était pas clair, mais comment dire? Je l'avais pas conscientisé, mais j'avais l'impression que les gens pouvaient se rendre compte de la souffrance que j'avais, mais c'est vrai que je la verbalisais pas forcément, moi-même je la comprenais pas et du coup j'avais l'impression d'un peu crier à l'aide et que personne, réagissait, personne m'aidait vraiment.
Mais peut-être que c'est juste que je criais pas ou que je sais pas, je devais pas parler français, je sais pas. Mais, mais c'est vrai que du coup, je me suis sentie très, très seule à des moments. Mais justement, cette équipe, d'hôpital, eux, ont su m'entourer même dans les moments où j'avais pas les mots, même dans les moments où j'arrivais pas à dire, en fait, honnêtement, ce que je vivais. Eux l'avaient très bien compris, très vite compris, m'ont très vite, soutenue, mis dans un cocon, de sécurité aussi. Ça m'a permis vraiment de pouvoir aussi, non seulement respirer, mais lâcher aussi certaines choses. J'ai vécu pas mal de violences aussi, physiques, même psychologiques d'ailleurs, mais je dirais que ce genre de violence, quand on porte déjà des blessures, profondes depuis l'enfance, ça vient absolument pas mais je pense que je l'apprends à personne, mais ça vient absolument pas aider. Ça vient peut-être même réouvrir certaines choses qu'on a pu un peu penser sur, du plus ou moins long terme, mais je dirais que ça vient, peut-être approfondir ce sentiment de illégitimité, de se dire, bah ou alors justement de se dire: «Ah bah, peut-être que c'est ce que je mérite». Hem Et puis c'est vrai que moi ça m'a fait, développer une certaine non seulement phobie sociale, bon que j'avais déjà un petit peu, mais une méfiance des autres. Quand j'étais petite, j'étais plutôt quelqu'un de très jovial, de très, extraverti. Aujourd'hui, je le suis toujours, mais que quand j'ai vraiment confiance. C'est vrai qu'au premier abord, la plupart des gens me disent que je parais très froide, très hautaine ou peut-être même impressionnante, sûre de moi. Alors que, je pense que je suis juste très timide au tout début. Mais c'est une sorte de, voilà, de carapace que je me mets, je pense, de paraître peut-être froide ou distante pour ne pas me laisser, réatteindre, facilement comme à l'époque. Mais je reste quelqu'un de très, 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 heu, joyeuse, j'essaie d'être positive et cetera. Mais c'est vrai que je le montre peut-être un peu moins vite qu'avant, quand j'étais petite. Je me méfie plus malheureusement, des gens autour de moi, que ça soit des inconnus, que ça soit des gens que je connaisse. Le viol que j'ai subi, il y a quelques mois a clairement marqué, mon parcours de manière, extrêmement violente, parce que ça a été vraiment en fait, ça a été vraiment ce truc de se dire: «Waouh, je suis arrivée à un tel stade de non-acceptation de moi-même», je sais pas si ça se dit, mais je me sens tellement pas légitime, je me sens tellement pas, OK avec moi-même que chaque mot d'affection qu'on a pu me donner, je l'ai vu comme quelque chose de: «Waouh, quelqu'un me porte, de l'attention». Et c'est peut-être ce qui m'a menée à accepter malheureusement de rencontrer cette personne-là. Alors rien du tout prédestiné à ce qui est, enfin, j'ai envie de dire de manière générale, de toute manière, il y a jamais des conditions pour, un viol. Mais disons que là, j'avais vraiment fait attention, parce que c'était ma deuxième agression, en une année. Hem, J'avais vraiment fait attention à ce qu'on soit pas chez moi, que ça soit très clair dès le début que voilà, il y aurait rien, de plus que de discuter quoi, de parler, de faire connaissance. Ça faisait déjà quelque temps qu'on parlait, par message. Hem Et je dirais que ouais, cette agression, elle m'a vraiment, elle est venue en même temps accentuer le dégoût que j'avais de moi-même et la peur que j'avais des autres et notamment des hommes particulièrement. Et en même temps, c'est ce qui a été peut-être, une j'ai envie de dire la goutte de trop, mais il y en a eu beaucoup de gouttes de trop. Mais en tout cas, celle-ci m'a permis de me dire: «OK, là, on est arrivé à un tel stade de violence intime et de non-respect de ma personne que, maintenant il va falloir que je commence à mettre des limites, et à moi-même, me défendre un peu plus». Et puis, ce que je pourrais peut-être tirer de positif, on va dire, de cette expérience, même s'il y a rien de positif, on est encore sous enquête, donc c'est aussi pour ça que je peux pas trop rentrer dans des détails, mais c'est que, dû à cette agression, à ce viol, j'ai été hospitalisée et on m'a, proposé un suivi ensuite, avec un infirmier à domicile. Donc je le vois dans mon quotidien et c'est quelqu'un qui m'aide énormément et je suis très reconnaissante, d'avoir pu, croiser sa route. C'est quelqu'un qui m'inspire énormément, qui me pousse beaucoup à aller de l'avant, qui va pas forcément toujours aller dans mon sens, même quand j'aimerais bien, mais en même temps, c'est ce qui m'aide à me dépasser, et à ne pas me laisser, me renfermer dans des ombres du passé. Donc voilà, je dirais que ça m'a laissé des séquelles très, très, très négatives, très violentes, mais en même temps, j'ai rencontré quelqu'un qui, je sais,
je pense, me permettre de vivre, enfin la vie que j'ai envie de vivre et que il me dit que je mérite une autre vie, donc j'essaye d'y croire aussi maintenant. Donc voilà. Du coup, après ce viol, c'était déjà pas très, très, très facile. J'ai déjà pas un rapport à mon corps qui est évident. Franchement, je pourrais pas dire que je me trouve, forcément belle, je suis quand même aussi, j'ai des formes et tout, donc c'est très compliqué pour moi, déjà de base, on va dire, vis-à-vis de ça. Mais c'est vrai que je pense que, j'ai repris un peu de poids, depuis ce viol. Je pense que j'ai compensé beaucoup, j'ai peut-être c'était une manière de me protéger, je sais pas trop. Mais aujourd'hui, j'essaie de me réapproprier ce corps en prenant plus soin de moi, en me maquillant, en mettant de la lotion sur mon corps, en essayant justement de, mmh, de même moi-même, en fait, toucher ma peau parce que c'est quelque chose qui était devenu dur. Je voulais plus, c'était très dur, en fait. Et je me dis que peut-être pour me réapproprier, tout ça, il faut que je puisse, justement avoir des moments où je me mets de la lotion et cetera et que j'accepte que c'est mon corps. Vis-à-vis de la sécurité, c'est vrai que, voilà, pendant les premiers temps, je n'osais même plus sortir de chez moi, honnêtement, à part si j'étais accompagnée et encore, je pouvais peut-être aller dans le café d'en face, heu, mais c'était très, très dur. Honnêtement, il a fallu quand même quelques mois, en tout cas jusqu'à ce que le prévenu soit entendu par, la brigade des mœurs, pour que je puisse commencer à ressortir aussi de manière, un petit peu plus légère parce que, peut-être parce que je savais qu'il avait été prévenu, je sais pas exactement, mais en tout cas, et puis, le travail aussi qui était fait, à côté, que ce soit avec, mon infirmier, ma psychologue. Je pense que ça a aidé, mais disons que je suis pas autant sereine, déjà qu'à la base, voilà, mais je sortirai plus, forcément toute seule, la nuit, enfin, je rentrerai plus forcément, toute seule. Je vais très vite sursauter, un bruit va très vite me faire peur. Si quelqu'un arrive derrière moi et que je m'y attends pas, ça va vraiment me faire, un haut le cœur, enfin, je vais vraiment pas être bien. Donc par rapport à ça, je dirais que c'est pas évident, mais disons que je commence gentiment à essayer de me réapproprier tout ça. Et puis vis-à-vis des autres, hem, ouah, c'est compliqué parce que après ce viol, il a fallu que j'accepte, en fait, je on m'a proposé du coup cet infirmier qui est un homme et au début, j'ai dit: «Mais pas du tout, en fait, je viens de me faire hospitaliser pour un viol, en fait, donc non». Mais en fait, en y réfléchissant et en parlant avec, un des membres de l'équipe, là où j'étais hospitalisée, qui m'a vraiment rassurée aussi sur cet infirmier, je me suis dit: Peut-être que c'est, l'occasion de ne pas tomber dans une haine et dans un engrenage, de colère envers les hommes». Donc j'ai accepté de le rencontrer. Ça s'est très, très bien passé. Mais c'est sûr il a fallu un petit moment avant que je me dise que j'étais en confiance et en sécurité avec lui. Maintenant, c'est quelqu'un qui en effet, me sécurise énormément, je me sens vraiment, oui, en sécurité à ses côtés. Mais après, il a fallu que ça enfin, il a fallu travailler, enfin, il a fallu que je lui fasse confiance, il a fallu que lui, il tienne aussi. Mais donc par rapport à ça, ça va. Ma psychologue, j'ai toujours eu confiance en elle. C'est vrai que par rapport aux gens de mon entourage ou de manière générale dans la rue, je suis en effet bien plus, vigilante qu'avant. Alors il y a certaines personnes, pas du tout, parce que c'est mes meilleurs amis, depuis, des années, où c'est des gens en qui j'ai entièrement confiance. Mais c'est vrai que j'ai aussi dû faire un gros tri autour de moi. Hem, j'ai dû, reprioriser les gens que je voulais, qu'ils soient vraiment proches de moi ou un peu moins proches et cetera. Donc mon rapport aux autres, il s'est en même temps un petit peu péjoré parce que je suis beaucoup plus méfiante et en même temps, c'est ce qui m'a permis aussi de faire du tri et d'avoir du coup des gens, hyper, oui, sains et encourageants à mes côtés. Le tri continue, mais je pense que ouais, c'est c'est ça. Après, bien évidemment que de manière générale avec les inconnus, je suis beaucoup, beaucoup, beaucoup plus méfiante qu'avant. Je vais pas forcément, si on me parle dans la rue, répondre. Ou alors je suis stressée, enfin voilà. Toutes ces épreuves, elles ont en effet eu un impact, vraiment immense sur ma santé mentale, pendant longtemps et encore aujourd'hui et ça ressemblait vraiment à des pensées, suicidaires, à des tentatives de suicide même. J'en ai fait, une grosse en l'occurrence qui aurait pu m'être fatale.
à beaucoup oui, de détresse, de pleurs, de colère, de, de sauts émotionnels aussi, je dirais. J'ai vraiment vécu, enfin, je vis encore d'ailleurs, alors mieux parce que je commence à apprivoiser un peu ça, mais à l'époque, c'est vrai que quand j'étais toute jeune, dans mon adolescence et cetera, je pouvais vraiment passer d'une émotion à une autre, mais en moins de 2 secondes et c'était pour les autres, mais pour moi-même aussi, perturbant, fatigant, et pas forcément, quelque chose de très compréhensif. J'ai eu l'impression à un moment de ma vie de ne plus vraiment vivre, mais simplement de survivre et je dirais même que j'ai plutôt toujours eu l'impression de survivre et aujourd'hui, je commence à vivre. J'ai vraiment l'impression que j'ai jamais vraiment vécu justement. Avant ces derniers mois, années, j'étais, en mode robot. C'est aussi pour ça que mes souvenirs sont très flous parce que je pense que mon cerveau a beaucoup, beaucoup dû, recevoir d'informations et les trier et cetera. Donc c'est vrai que j'ai des problèmes de mémoire, j'ai des souvenirs qui sont très, très flous, mais bien évidemment que j'ai eu beaucoup plus l'impression de survivre que de vivre jusqu'à maintenant et maintenant je commence gentiment mais sûrement à vivre et quel bonheur. C'est vrai que c'est difficile, le silence autour, des souffrances invisibles, et ce que j'aurais aimé que les autres comprennent à cette époque-là, c'est que, bah, déjà la souffrance, c'est pas forcément quelque chose qu'on voit forcément, de manière, visuelle ou physique. Ça peut être, intérieur et très, très, très violent quand même pour autant et je pense que j'aurais aimé j'allais dire qu'on m'explique ça, mais en fait, je pense qu'on me l'a expliqué. J'étais juste pas moi en capacité de le comprendre, de l'entendre, en tout cas pas vis-à-vis de l'équipe, médicale qui s'occupait de moi. Après, si on parle, par exemple, de mes camarades d'école, peut-être qu'ils essayent, au lieu de me soit me harceler, soit hem, j'allais dire me faire chier, enfin, sur toutes ces différences, ça serait peut-être d'essayer de comprendre ou d'essayer de se dire que c'est peut-être pas ma différence qui fait de moi quelqu'un de mauvais. Hem, mais bon, j'ai envie de dire qu'avec des si, on pourrait refaire un monde et je sais pas vraiment ce que j'aurais eu besoin d'autre parce que je pense que j'ai quand même été pas mal prise en charge, en tout cas par des équipes médicales. Est-ce que peut-être enfin, je pense que la seule chose que je pourrais rajouter et je l'associe pas que à moi, mais je l'associe aux adoptions de manière générale. Je pense qu'il doit y avoir un suivi, dès l'arrivée de l'enfant dans la famille, un suivi régulier sur du long terme, en tout cas plus ou moins long terme, avec des gens spécialisés dans l'adoption pour, non seulement aider la famille, l'enfant, parce que c'est une expérience qui n'est pas commune, qui n'est pas, tout le monde ne on a beau essayer de savoir ce que c'est d'adopter ou d'être adopté, hem, quand on le vit de l'intérieur, quand on le vit, au cœur d'un foyer, d'une maison, c'est tout autre et je pense qu'un accompagnement devrait, perdurer sur le temps parce que, je crois savoir qu'il y en a, peut-être parfois au début, en tout cas, il y a des comptes rendus qui doivent être donnés, on va dire, au tout début, de l'adoption, mais je pense que ça devrait continuer, et que peut-être que l'enfant devrait être accompagné directement par quelqu'un spécialisé en adoption. Ce qui, en tout cas, en Suisse, est très, très rare parce que, peu de psychologues d'ailleurs sont formés là-dedans. Petit à petit, j'ai commencé un chemin de reconstruction. Je dirais qu'il y a eu plusieurs étapes un petit peu clés qui ont fait que vraiment j'ai dû en fait, aller de l'avant, que j'étais comme condamnée à aller de l'avant. Une des premières étapes, bah, déjà, c'est d'avoir, eu, écho de cette étude qui a été faite, en Suisse sur les adoptions, illégales, falsifiées et corrompues entre l'Inde et la Suisse. Je pense que ça a été une des étapes clés parce que ça m'a vraiment en fait, au début les premiers jours, je l'ai très, très mal vécu bien évidemment, enfin ou pas d'ailleurs, peut-être que des gens l'ont pas vécu aussi mal que moi, mais en tout cas moi je l'ai très, très mal vécu. Mais je me suis dit en fait c'est soit je repars pour une dépression pendant 10 ans, soit j'en fais quelque chose. Et à partir du moment où ton identité, ton histoire et qui tu es peut voler en éclats du jour au lendemain, je me suis dit: «Mais en fait, ça sert à rien de continuer à essayer de chercher des réponses qui potentiellement, n'arriveront jamais, seront fausses et très, très, très difficilement, enfin vérifiables, quoi». Donc je pense que déjà à partir de là, il y a eu un petit mouvement. Ensuite, il y a eu, une personne, pour qui j'ai énormément d'affection, qui, lui-même, traversait une période un petit peu compliquée et du jour au lendemain, n'a plus répondu à mes messages et cetera et ça a été pour moi très, très, très violent. Je me suis sentie abandonnée comme je l'ai rarement ressenti
Et puis finalement, en fait, ça m'a obligée à développer mes propres outils, mes propres ressources, à gérer ma détresse, même si je la gérais pas toujours de manière saine, que ça soit envers moi, envers les autres, envers lui, mais ça m'a obligée en tout cas à revenir un peu plus à moi. Et je dirais que la dernière chose qui m'a vraiment, poussée, qui m'a, on va dire, jetée dans l'inconnu, c'est cette rencontre, avec cet infirmier qui, honnêtement, a changé énormément, de choses en moi, que ça soit dans la perspective que j'ai de l'avenir, aujourd'hui, que ça soit, sur mes forces, que ça soit sur mes capacités. Donc ouais, je dirais que c'est un petit peu ces 3 étapes-là. Après, bien évidemment qu'il y a plusieurs, moments dans ma vie où qui ont été, des moments clés qui m'ont permis de me dire: «OK, là, il faut». Mais voilà, je pense que c'est ces 3 moments-là qui ont vraiment, en tout cas, eu un réel, changement dans ma vie. Aujourd'hui, j'ai décidé de choisir de parler publiquement de mon histoire et ce qui m'a donné envie de prendre parole, en fait, c'est pas que mon histoire, c'est celle de beaucoup de gens qui pourraient se reconnaître, à travers, ce que j'ai vécu, que ça soit à travers, la santé mentale, la dépression, les violences sexuelles, les violences, tout court, hein, que ce soit, à la maison, harcèlement, que ça soit, justement, l'adoption, la quête d'identité, hem donc voilà, je pense que mon histoire englobe beaucoup de thématiques qui malheureusement sont encore, alors ça devient des sujets un peu plus abordés, mais qui sont encore très, très inconnus, où on donne pas forcément la parole à ces gens-là, ou en tout cas, ça commence voilà, à se développer, mais je pensais important de pouvoir, passer un message. Et puis, à travers mon histoire, je veux surtout raconter qu'en fait, on peut, à un moment donné, s'en sortir et que la lumière au bout du tunnel, elle existe vraiment, que c'est pas juste un mythe, et qu'on est tous capables, même quand on est au plus bas, de pouvoir la voir, et que parfois, il y a certaines personnes qu'on pensait, ne jamais rencontrer, qui finalement vont arriver dans nos vies et vont tout chambouler, et nous donner la force, heu, ou ce petit coup d'élan qui nous permet d'aller de l'avant. Et puis surtout, j'avais envie de dire aussi que c'était OK d'en parler, que demander de l'aide, c'est pas de la faiblesse, que c'est de la force. Il faut beaucoup de force pour affronter ses démons. Il faut beaucoup de force pour, accepter de l'aide, de parler des choses, les plus intimes, que nous portons, et de s'asseoir face à ses propres démons, s'asseoir face à sa propre douleur. Je pense que c'est une énorme force, et c'est ça que j'ai envie de transmettre surtout. C'est de dire que c'est OK de demander de l'aide, et que ça va aller. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais ça va aller. La vie peut être très belle et qu'elle peut nous amener plein de choses en dépit de ce qu'elle nous enlève, et parfois dans des moments où on s'y attend peut-être même pas du tout. Pour moi, de donner du sens à toutes ces épreuves, c'est reprendre un petit peu le pouvoir sur mon histoire, sur, mes blessures, sur, là où tout le monde pensait potentiellement me voir échouer. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui m'ont attendu au tournant et qui m'attendent au tournant. Et je pense que de pouvoir aujourd'hui, prendre parole, là-dessus et donner du sens à tout ça, c'est de se dire: «OK, on peut en faire quelque chose de sa douleur». Pas dans le sens où c'est super de vivre, des choses douloureuses, mais plutôt si ça peut parler, aider, potentiellement, éveiller des esprits, et ben, pour moi, c'est totalement positif. Et j'ai l'impression que ça fait que, en effet, je me réapproprie toute mon histoire, et qu'aujourd'hui, tout ce qu'on a pu me prendre, m'arracher, bah, c'est moi qui en ai le contrôle, et je décide de le tourner, en tout cas en bienveillance, envers les autres, pour, transmettre justement, de l'espoir, du courage. En fait, le fait de transformer toutes ces blessures en prise de parole, en sensibilisation, ça permet de reconstruire, pas mal de choses en moi. Déjà, ça me permet de reprendre un petit peu confiance en moi, de pouvoir, apporter peut-être un petit peu de l'aide ou des mots aux gens comme moi j'aurais aimé qu'on m'en apporte, ou comme moi j'aurais aimé entendre, des gens parler librement de la santé mentale. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai 28 ans, mais quand j'étais adolescente, il y a 15 ans, 13 ans, quand j'avais 13 ans, on parlait pas autant librement de la santé mentale ou de tout ça. Et c'est vrai que peut-être j'aurais aimé entendre, plus de jeunes adultes ou d'adultes en parler et se dire: «Ah bah, c'est possible, c'est OK, et moi aussi je vais m'en sortir». Donc
Oui, ça permet de reconstruire ça et puis ça permet aussi de, je pense, me m'auto-rassurer, j'allais dire, dans le sens où, je peux pas dire à quelqu'un que ça va aller si moi-même j'y crois pas et du coup, ça me permet de presque m'obliger à y croire. Aujourd'hui, j'y crois, mais il y a toujours des moments de doute, mais disons que, je veux vraiment être en cohérence avec, ce que je partage donc je suis moi-même obligée de continuer de travailler sur moi, sur, mes insécurités. Donc c'est vrai que c'est un travail que je fais et pour les autres, mais aussi pour moi finalement. Et aujourd'hui, avec tout ce que j'ai traversé, comment je regarde la femme que je suis devenue, waouh! Ouais, c'est compliqué ça comme question parce que justement d'un côté, j'ai encore beaucoup de moments où je me sens pas légitime, où je me sens pas, importante, je me sens pas, intéressante, belle ou quoi. Et puis en même temps, je suis très, très fière de ne plus être là où j'étais un temps. Hem et puis c'est vrai que ces derniers mois, ont été des vrais mois de tournant, parce que justement j'ai pu, réapprendre à poser certaines limites, réapprendre à donner, là où je recevais aussi en retour, à plus me considérer donc je dirais que c'est encore en cours de construction, mais je commence à être de plus en plus fière de moi. Hem et puis je pense qu'au-delà de ça, je reste quand même quelqu'un de très, très, j'essaye d'être drôle, d'être dans la positivité, d'être, dans la bienveillance. Donc voilà, j'essaye de faire de mon mieux. Je pourrais pas dire que je suis, parfaite parce que déjà personne ne l'est, mais moi encore moins. Mais je dirais que j'essaye de plus en plus de m'approcher de la femme que je rêve d'être et de devenir. La force qui continue encore aujourd'hui à avancer en moi malgré les violences, les blessures et les silences, ben, je dirais que c'est justement le fait de vouloir réussir, et prouver à moi, mais aussi aux gens qui n'ont pas cru en moi ou qui pensaient que je réussirais à rien, que finalement, ben, non, en fait, on peut se relever, renaître de ses cendres et je me réjouis vraiment du jour où je vais pouvoir, bah, regarder en arrière et me dire que je suis fière de moi. Alors je le suis déjà, je commence à l'être, mais c'est vrai que j'ai cette envie de comment dire? Ouais, de dire aux gens qui n'ont pas cru en moi: «Bah, écoutez, vous avez pas cru en moi, maintenant vous voyez où j'en suis». Hem, c'est un petit peu, ma revanche, je dirais. Et après tout ce parcours, comment je regarde la vie aujourd'hui? Waouh! Alors déjà, je dirais qu'elle est hyper, genre, précieuse, la vie. Pourtant j'ai voulu mettre fin à ma vie, mais aujourd'hui, je dirais qu'elle est très précieuse parce que elle nous offre des moments de rire, de moments partagés, d'échanges, de discussions, de rencontres, hem, qui peuvent être tellement enrichissants, tellement beaux, tellement prenants. Enfin vraiment moi en plus je suis quelqu'un de très, sensible aux petites choses donc un sourire dans la rue va me faire du bien, quelqu'un qui vient chez moi, un ami à moi et qui m'amène, ma boisson préférée, je vais adorer. Enfin, donc je dirais qu'aujourd'hui je savoure vraiment d'autant plus, toutes ces petites choses. Hem et je dirais que la vie, elle vaut la peine d'être vécue. C'est une phrase un peu bateau qu'on entend partout, mais c'est vrai, en fait. On a encore trop de musique à découvrir, de gens à rencontrer, d'expériences à vivre, de livres à lire, donc ouais, je pense que la vie, elle vaut vraiment la peine, même si elle paraît parfois injuste, compliquée, dure. Elle peut aussi, amener de très, très, très belles choses et de très bons moments. Moi, je dirais que la reconstruction et le après, comme on en parle. En fait, on parle beaucoup de résilience aussi et pour moi, la résilience et le après et la reconstruction, c'est pas une version de nous parfaite. C'est plutôt une version de nous qui accepte, qu'il y a des jours où ça va être plus compliqué, mais qu'il y a des jours où où on a le droit d'être heureux, heureuse et que les 2 peuvent coexister. Je dirais que la résilience pour moi, c'est aussi, ne pas nier ce qu'on a vécu, mais plutôt, justement essayer d'en faire une force. En tout cas, ne plus le voir comme un défaut, mais quelque chose qui peut nous amener à de belles choses. Ne pas le nier parce que ça changera rien au fait qu'on l'a vécu. Ça peut être, ça va peut-être même plus encore nous ancrer dans le passé que dans un avenir et du coup, je sais pas si on peut parler vraiment de réelle reconstruction et d'un vrai après, parce que je pense qu'on est en perpétuelle évolution. On porte ce qu'on a vécu, mais on peut
le porter de différentes manières. Et je pense qu'en fait en vrai, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus beau parce qu'on ne change pas qui on est, mais on évolue, on se construit, on apprend peut-être à réaimer des parts de nous qu'on n'aimait plus ou des parts qu'on ne connaissait même pas. Enfin voilà, donc pour moi, je sais pas trop si je parlerais d'un après vraiment. Si aujourd'hui quelqu'un qui a été adopté, victime de violence ou qui traverse, des moments, compliqués, des blessures invisibles, écoute cet épisode, j'aurais envie de lui dire, du fond du cœur, déjà merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Merci d'être, encore, sur terre parce qu'on a besoin de gens comme toi, besoin de gens, hem, qui qui sont bien plus forts que ce qu'ils peuvent penser être et que ça va aller. Encore une fois, je le dis, ça paraît très bateau, mais c'est vrai, ça va aller. Peut-être pas ce soir, peut-être pas demain, peut-être pas dans un mois, peut-être pas parfaitement non plus, mais ça va aller. Il y a un moment donné où la vie, elle reprend son cours, pas de manière extraordinaire, mais parfois dans des petites choses. Et tiens bon, n'hésite pas à demander de l'aide, ce n'est pas une faiblesse, c'est une énorme force. N'hésite pas à utiliser des je pense que, dans plein de pays, il y a des numéros d'appel, anonymes où on peut se confier à des gens. N'hésite pas à les appeler, à faire appel aux ressources qui sont, disponibles, sur les différentes plateformes et puis, à prendre soin de toi. Apprends à t'écouter, hem, à mettre tes limites et et laisse aux autres ce qui leur appartient. Ne prends pas tout de manière personnelle. Les gens, qui critiquent sont souvent les gens les plus malheureux. Donc, prends soin de toi.